Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. On a le plaisir ce soir de recevoir donc Morgane Large, que vous avez pu apercevoir dans ce film sous les traits de l'actrice qui joue ton rôle, qui s'appelle Clémentine Pradas. J'ai perdu 25 ans quand même. Ce qui est toujours sympa. Et Pierre Philippe, donc médecin à l'origine de, tout ce film et cette BD et de tout le reste. Donc on n'a pas la chance d'avoir Inès Léraud qui a fréquenté souvent les rencontres de lanceurs d'alerte, puisqu'elle est venue pratiquement tous les ans. J'ai un petit message là, je peux le lire ou pas? Ah bah bien sûr, Elle bien a sûr. préparé un message pour vous, que je vais vous lire, ce sera quand même beaucoup mieux que s'adresse à vous directement. Je prie tous les spectatrices et spectateurs, l'équipe du Salon des Alertes, de m'excuser. Après la grosse tempête bretonne et toutes les galères que cela a entraîné depuis près d'une semaine, j'ai été bloquée au plein point de ne plus pouvoir marcher. Je suis navrée de ne pas me rendre au Salon des Alertes cette année. J'y suis venue tous les ans depuis la première édition. C'est un rendez-vous auquel je tiens beaucoup, qui m'inspire, qui me regonfle, qui me donne des horizons. Car à travers les alertes lancées, il y a souvent des modèles alternatifs qui sont proposés, des possibles explorés. Alors je vous souhaite de profiter à fond de ce week-end annuel, unique en son genre. Merci d'être venu voir le film, merci de le faire connaître. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez soutenir les associations Eau et Rivières de Bretagne, Alto Marée Verte et aussi le média d'investigation Splend, que nous avons confondé avec Morgane, donc moi, pour enquêter au long cours et en toute indépendance. Voilà, le message d'Inès Léraud. On nous reproche souvent dans ces rencontres de plomber l'existence et notre morale. Et là, on s'aperçoit que dans le film, il y a quelques petites avancées qui ont fait que cette alerte a pu faire évoluer les mentalités autour des algues vertes et de la Bretagne en général. Et vos premières réactions, avant de passer tout de suite aux questions du public, puisque c'est quand même eux qui sont là pour les poser. Ta première réaction à toi, Pierre, peut-être ? Par rapport à ce film et comment tu l'as vécu et comment cette alerte a pu faire changer un peu les mentalités. Dites-nous quitter déjà. Bien sûr. Donc, je me présente, je suis Pierre Philippe, donc j'ai exercé aux urgences de l'hôpital de Lannion pendant 31 ans. J'ai fait tout mon exercice là-bas, donc aux urgences. Et il se trouve que peu de temps après être arrivé dans cet hôpital, en 89, j'ai eu à faire face au décès de ce jogger, ce premier jogger. Et 10 ans plus tard, au même endroit, un ramasseur d'algues faisait une convulsion au volant de son tracteur. Et c'est à ce moment-là que j'ai alerté les autorités sanitaires, donc la DAS, en leur disant que j'avais eu un accident 10 ans auparavant et que pour moi, ils étaient tous les deux liés à une même cause, c'est-à-dire que liés aux émanations d'hydrogène sulfuré dégagées par les algues vertes en putréfaction. Malheureusement, à ce moment-là, je n'ai pas été pris au sérieux, donc il a fallu attendre encore 10 ans. 2009, le décès d'un cheval et la convulsion de son cavalier, toujours au même endroit, exactement au même endroit, pour que je puisse obtenir avec beaucoup de difficulté l'autopsie du cheval, et qui a permis effectivement de montrer que c'était les algues vertes qui étaient en cause sur ces accidents-là. Il y a eu d'autres accidents sur la baie de Saint-Brieuc, 2009, Thierry Morfoise, dont on voit dans le film. Il y a eu 2 chiens à Lyon également, 36 sangliers, un ragondin et un blaireau en 2011, et puis le décès de Jean-René Auffray, toujours en faisant son jogging à Saint-Brieuc, exactement, toujours dans la même zone. Donc effectivement, pour moi, le film, c'est une vraie caisse de résonance. Hein. Déjà, la BD, ça permettait d'acter, effectivement, parce qu'avec nos petits moyens, on essayait de faire avancer les choses. Ça prend du temps. Hein. Il m'a fallu presque plus de 25 ans, pratiquement, pour faire avancer les choses. Et sans les journalistes, sans les associations, effectivement, ça ne serait pas possible, tout seul dans son coin. Et la BD a été une première caisse de résonance et qui a été amplifiée par effectivement le film, parce que là, ça touche encore d'autres personnes et un public beaucoup plus large. Donc effectivement, pour moi, c'est quelque chose d'important. Regarde, tu veux te présenter également, même si on t'a découvert un petit peu à travers le film. Oui, moi je suis une petite journaliste locale de Bretagne.
j'ai tenté de travailler sur le sujet des algues vertes lors des différents épisodes, notamment en 2009, où j'essayais désespérément de contacter cet urgentiste de Lannion, et j'appelais l'hôpital qui ne me passait. J'avais pas son nom en plus, mais l'hôpital ne me transmettait jamais les appels à Pierre-Philippe. J'essayais d'interviewer les maires qui niaient complètement le phénomène des marées vertes. J'essayais d'interviewer des gens qui avaient des entreprises touristiques, qui disaient qu'il n'y avait pas de problème de marée verte et que le cavalier avait été quelqu'un de vraiment imprudent, qui s'était envasé. Quand Jean-René Offray est décédé en 2016, là, ça a quand même vraiment été un coup de tonnerre, je dois dire. J'ai contacté la préfecture qui m'a trimballé à un point complètement incroyable, c'est-à-dire que je me retrouvais avec un directeur de la communication de la préfecture qui me disait « mais je comprends pas, mais de quoi vous me parlez ?» Je dis « mais il n'y aura pas d'autopsie ?» « Ben non, pourquoi? C'est un mort comme il y a malheureusement des morts tout le temps. Voilà, mais de quoi vous parlez? » Puis moi je dis bah, « des algues vertes. » « Ah bon ?» Et il dit « mais vous n'y aviez pas pensé ?» Il me dit « non, je n'y avais pas pensé. » Enfin, et je me disais cette personne me méprise parce que je suis une journaliste locale. Et lorsque j'ai rencontré Inès Léraud après, en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait exactement les mêmes réponses que moi. Donc après, j'avais appelé aussi le maire de la commune d'Illion, qu'on voit dans le film, qui lui était assez incroyable, qui m'avait dit que c'était quand même malheureux d'aller parler, d'aller remuer des choses comme les algues vertes là où il n'y avait rien à remuer, et que c'était particulièrement indécent de la part de journalistes comme moi de remuer des choses comme ça alors qu'il y avait une famille dans la douleur, une femme qui avait perdu ses enfants, son mari et des enfants qui avaient perdu leur père. Donc on manquait énormément d'empathie, ce qu'il faut quand même prendre. Hein. Et ensuite je lui ai demandé s'il était prudent de se promener à Lyon. Il m'avait dit non seulement c'est prudent mais c'est recommandé d'aller découvrir notre belle commune. Enfin, voilà, c'était un cynisme incroyable et une grande difficulté à se faire entendre. Après, il y avait les premiers articles de presse qui nous parlaient d'un monsieur qui s'était envasé, Jean-René Offray, donc quelqu'un qui était mort au bout de 6 km de course alors qu'il était ultra-marathonien, enfin ultra-trailer, pardon. Le procureur, donc les premiers articles de presse, c'était quelqu'un qui avait voulu suivre son chien qui s'était envasé et en essayant de se dégager de la vase, son cœur avait lâché. Et 3 jours plus tard, il y a un pompier qui témoigne et qui dit mais il n'était pas du tout envasé, il était allongé de tout son long. Et depuis, j'ai pu parler avec Rosie Offray, c'est elle qui a découvert le corps de son mari, et qui dit la première chose que j'ai vue, ce sont ses chaussures. Donc, pour nous, il n'y avait pas du doute qu'il y avait été véhiculé des mensonges dans cette affaire. Ensuite, on apprend que le corps de ce jogger allait être inhumé sans autopsie. On était atterrés vraiment. Et puis, la violence ultime, c'est d'avoir déterré ce corps, je crois que c'est 3 semaines après, en sachant très bien qu'on ne pourrait pas déterminer, enfin, qu'il y aurait de l'hydrogène sulfuré et qu'on ne pourrait pas déterminer si cet hydrogène sulfuré provenait de la décomposition du corps ou d'une intoxication à l'hydrogène. Et ça s'est passé exactement pareil pour Thierry Morphas, qui a été, lui, exhumé 42 jours après son décès. C'est ça, Pierre-Philippe? Tout à fait. Effectivement, je pense que pour le cavalier et son cheval, ça a été une bataille de mon côté donc, en 2009. Une bataille avec les services vétérinaires, les services de la préfecture, avec mon hôpital aussi, il faut bien le dire, parce que j'ai décidé de médiatiser à ce moment-là. Ça faisait 20 ans que je voyais les accidents se succéder, ça faisait 10 ans que je les avais signalés, et à ce moment-là, je me suis dit, la seule façon, c'est d'obtenir l'autopsie du cheval. Et donc, ma seule façon de me faire entendre, c'était un petit peu médiatiser, donc, et ça a effectivement fait une boule de neige assez rapidement, mais je n'ai jamais eu l'autorisation de mon hôpital de parler en son nom. Et donc, en fait, j'accordais des interviews, je dirais, pratiquement illicites, enfin,
Ici, dans le sens, sur les parkings à l'extérieur. Et je disais aux journalistes, surtout, ne filmez pas l'hôpital de Lannion. Il ne faut surtout pas qu'on voit le nom de l'hôpital parce qu'il ne m'avalise pas du tout sur ce dossier-là. Donc je parle en mon nom propre. Et bon, voilà, ça fait partie des risques, hein, ça fait partie des challenges aussi. Et donc, la visite du directeur qui dit Monsieur Philippe, on a les coups de fil de la préfecture, de la direction des services vétérinaires, de la DAS. Vous êtes en train de faire fouler les foules et vous êtes sur la ligne rouge. Je dis oui, je suis sur la ligne rouge, mais je ne la franchirai pas. Je sais que je suis dessus, mais je ne la franchirai pas. Je serai dessus, mais par contre, ce coup-ci, je ne m'écrase plus. Il y a 10 ans, on ne m'a pas pris au sérieux. Là, cette fois-ci, on va me prendre au sérieux. Et effectivement, bon, mais il a fallu batailler, effectivement, il fallu batailler. Donc, cette autopsie-là, si je ne l'avais pas obtenue, je pense que malheureusement, on en serait encore à cette espèce de flou concernant la toxicité des algues vertes. Il y avait, je veux juste rajouter qu'en fait, la mécanique de la fabrique du doute, elle marchait à bloc à ce moment-là en Bretagne, parce qu'il y avait une contre-offensive du lobby agro-industriel énorme. En 2011, notamment, quand il y a eu les sangliers, il y avait le syndicat majoritaire, la FDSEA et les jeunes agriculteurs qui faisaient des matchs de foot sur des plages à algues vertes pour montrer que c'était pas dangereux. Il y avait tout un discours pour dire ça suffit, l'environnement ça suffit, quoi. Maintenant il va falloir nous laisser produire. C'est vraiment, c'est des sornettes cette histoire de marée verte, quoi. Et cette fabrique du doute, elle permet tout le temps la même chose, c'est-à-dire de gagner du temps et que rien ne se passe. En attendant, depuis la bande dessinée, depuis le film, les choses avancent. La Cour des comptes s'est emparée du sujet des politiques publiques, de l'argent qui a été mis au service des plans de lutte contre les marées vertes. Et la Cour des comptes a conclu que c'était de l'argent qui avait été jeté par les fenêtres, que ça avait été extrêmement inefficace, parce que ce n'était pas les bons leviers qui avaient été actionnés, quoi. Et nous, en tant que journalistes, je vais vous lire un petit texte. C'est bien parce que dans les préfectures, bon ben voilà, hein, il y a des gens qui font de la communication dans les préfectures, et puis il y a des gens qui font des rapports, et puis il y a des trucs qui fuitent. Et en 2009, il y avait un petit rapport qui avait fuité. C'est un rapport qui avait été demandé par le ministère de l'Environnement à la préfecture des Côtes-d'Armor. Le rapport était paru le 7 août 2009. Il parlait des marées vertes. En conclusion, je vous lis la conclusion. En conclusion, la diminution visible et notable du phénomène des marées vertes ne pourra passer que par un changement profond des pratiques agricoles sur les secteurs concernés. Ce que la profession agricole n'est pas prête à accepter pour le moment. Il s'agit de révolutionner sur ces secteurs qui représentent 2190 exploitations, les pratiques agricoles et de changer complètement le modèle économique existant. Cette évolution n'est pas envisageable pour le moment. Le phénomène des algues vertes ne peut donc que perdurer. Afin d'éviter que l'État soit de nouveau mis en cause, et pour obtenir des résultats en la matière, il importe néanmoins d'afficher une politique volontariste, pérenne, visant à la stabilisation, voire à la diminution raisonnée de ce phénomène des marées vertes. Voilà. 2009, hein. On avait déjà la réponse de ce qui avait intervenu ensuite. C'est bien, hein? Donc voilà, c'est... Depuis 2009, tu as eu l'impression que les choses ont pu avancer. Ah ben, que dire, le maire de Lyon, en ce moment, cette saison, il a tout misé sur le bateau qui allait ramasser les algues vertes dans la mer avant qu'elles s'échouent. C'est le même qui est toujours en exercice. Non, il est plus en exercice maintenant, il est devenu député. Mais il pilote. Voilà. Donc c'est quand même formidable. C'est les shadows qui pompent. Enfin, voilà. Après, non, là, il y a quand même un très gros souci. Et en fait, la préfecture de région a été rappelée à l'ordre. Et il y a 3 mois pour mettre en place des politiques efficaces concernant la baisse des nitrates, puisque le problème, c'est bien le taux de nitrate dans l'eau. Et on sait très bien comment baisser les nitrates dans l'eau. Pour que les marées vertes s'arrêtent, il faudrait qu'on descende à 10 mg de nitrate par litre dans les rivières bretonnes.
On était à plus de 50 mg pendant longtemps, on est descendu à 30 mg, parce qu'en effet, il y a eu des choses de fait, mais c'est des choses assez modérées. Et pour les 10 mg, on sait très bien ce qu'il faut faire, mais c'est pas ce qu'on fait, hein, parce que là, les extensions d'élevage continuent en Bretagne, notamment les élevages porcins. Donc on voit mal comment ces cheptels énormes qu'on héberge, et qu'on voit jamais d'ailleurs, c'est très dur de voir des cochons en Bretagne, pourtant il y en a plein, on ne sait pas du tout comment gérer les déjections de ces animaux, à part avec la technologie, la méthanisation, des choses incroyables, mais ça me fait exactement penser à l'actualité. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi le sommet des pôles, les décisions qui ont été prises. Moi, j'étais en bagnole hier soir, j'ai écouté la radio, j'ai entendu ça, et j'ai été... je sais pas, j'ai été envahie d'un désespoir sans fin. J'ai appris qu'Emmanuel Macron allait donner 1 milliard à des chercheurs et des chercheuses qui étaient ravis. Voilà, pour les pôles, et puis qu'il allait faire construire un bateau pour aller explorer les pôles. C'est fou, c'est comme si on était encore au temps de Christophe Colomb et qu'il fallait encore faire de l'exploration. Enfin, moi, ça me paraît délirant, et je comprends même pas que les chercheurs se fourvoient dans ce type de recherche à grand renfort d'argent qui ne régleront absolument pas la situation des pôles. C'est pareil pour les marins. Je digresse peut-être, mais ça m'a désespéré. Je sais pas vous. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Raymond Avrier. Moi, c'est savoir si, suite aux menaces, vous avez été menacé. Dans le film, on montre que Inès aussi fait des textos, parce qu'il y a eu des plaintes. Ah ouais? Qu'est-ce que ça a donné? Et si le docteur aussi a été menacé? Tu réponds avant moi, peut-être, Pierre? Alors, me concernant, moi, j'ai pas eu de menaces directes, j'ai eu plutôt des freins, des freins à la fois de mon administration, comme je le disais, et puis des services préfectoraux, des directions des services vétérinaires. Mais par contre, effectivement, je n'ai pas eu, en toute honnêteté, je n'ai pas eu de menaces directes me concernant. Ça, c'est vrai. Alors, concernant les journalistes, c'est pas la même chanson. En fait, la Bretagne s'est construite sur un roman régional agricole à la gloire de l'agriculture intensive, et critiquer ce roman, eh bien, c'est vraiment s'exposer. Inès Léraud, elle a eu des procès en diffamation qui s'appellent des procès Bayon, puisque les gens qui ont intenté des procès contre elle ont retiré leur plainte, soit la veille, soit 3 jours avant le procès, puisque c'est intervenu à 2 reprises. Elle a préparé sa défense pendant 1 an et demi. Elle s'est précarisée puisqu'elle ne pouvait pas travailler en préparant sa défense. Elle a été obligée de désanonymiser les sources, c'est-à-dire des témoins, parce qu'on ne peut pas se présenter devant un tribunal avec des témoignages qui seraient anonymes, ça n'a aucun poids. C'est-à-dire des gens à qui on a promis l'anonymat, on est obligé de retourner les voir et leur dire « tu ne voudrais pas me faire un témoignage avec ta carte d'identité collée ?» Enfin, c'est quand même compliqué. Elle a donné des infos aussi sur sa vie privée, ce qui n'est jamais agréable à la partie adverse. Moi, j'ai eu pas mal d'embêtements, notamment une espèce de montée en puissance avec, au départ, des pertes de subventions à mon média, puis ensuite du discrédit, des discrédits sur les réseaux sociaux, dans la presse professionnelle agricole aussi, page entière. Des patrons de coopératives qui disaient que soit j'étais folle, soit je cherchais à me faire un nom, que c'était la 10e fois que je harcelais des élus ou des patrons de l'agroalimentaire, enfin des choses hallucinantes. J'ai qu'un micro pour travailler, c'est quand même pas... C'est assez léger comme harcèlement. Je suppose qu'on a empoisonné mon chien. On a mis mes animaux en divagation quand j'étais pas là. On est venu chez moi déboulonner à 2 reprises mes roues de voiture. On a forcé les portes de ma radio à 2 reprises. La dernière fois, on a été pendant 6 mois, on était obligé de faire un tour de la radio pour rentrer par l'extérieur parce qu'on n'avait pas les sous pour réparer la porte. Et dernièrement, je me suis rendu compte, le début des ennuis, c'est 2017, ça commence à remonter. J'avais témoigné au micro d'Inès Léraud, ça a commencé les ennuis à ce moment-là.
Et en mars 2018, donc perte de subvention par mon média. Et tout dernièrement, en discutant avec Inès Leroux et avec un militant de la commune de Landulvez qui s'est aussi fait déboulonner une roue arrière de voiture, je ne sais pas pourquoi, mais m'est revenu à l'esprit qu'en 2018, en mars, au moment où on nous supprimait les subventions à la radio, ma mère avait eu un accident de voiture en perdant une roue avant de sa voiture. Et en traversant un passage piéton, je me suis dit, mais en fait, c'était ma voiture. Je lui avais prêté ma voiture. Une voiture jaune très identifiable. Ma mère avait déjà 80 ans à l'époque. Moi, tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est lui dire, mais quand même, maman, il faut entretenir la voiture, quand je te la prête, enfin voilà. Et en fait, très certainement, elle a eu cet accident parce qu'on m'avait déjà déboulonné une roue de bagnole. Et que moi, j'étais attentive au bruit et tout ça, mais elle ne l'était pas, parce que c'était bien la première fois que ça arrivait. Et elle a été jusqu'à avoir un accident et se retrouver donc à perdre une roue en roulant, quoi. Voilà, ce qui aurait pu être dramatique. Et j'ai eu une espèce de colère à rebours qui a remonté. Parce que aussi, je sens qu'il y a une forme d'impunité envers ces actes, puisque j'ai porté plainte en 2021. Il y a eu une enquête qui a abouti à un non-lieu, donc il y a eu une ouverture d'enquête qui a abouti à un non-lieu faute de preuves. J'ai demandé une protection policière parce que en fait, j'avais encore un enfant à la maison qui était souvent tout seul, que je savais très bien qu'ils étaient déjà venus chez moi déboulonner mes roues de voiture, donc ils pouvaient revenir. J'ai demandé un numéro d'urgence. C'était ça la protection policière, je ne l'ai jamais obtenue. Quand c'est réintervenu, j'ai demandé c'était en mars 2023, il n'y a pas très longtemps, que je me suis rendu compte à nouveau en roulant qu'on avait déboulonné une roue de voiture, mais là on avait déboulonné tous les boulons sauf l'antivol. J'ai demandé une réouverture d'enquête, je n'ai eu aucune nouvelle depuis. Les gendarmes sont venus, ils n'étaient absolument pas motivés, ils m'ont encore reparlé d'installer des caméras chez moi. Je leur ai dit, mais vous devriez acheter une caméra, des Decathlon dans l'arbre, là, vous pourriez m'installer. Je leur ai dit, mais c'est pas à vous de me protéger. Enfin, à la fin, il y en a marre, quoi. Enfin, on sait que l'État a des moyens, et qu'il les met d'ailleurs, qu'il s'en sert de ces moyens de police. Mais moi, quand je vois les gendarmes dans mon quartier, c'est pour des vaches échappées, c'est pas pour venir enquêter sur ce qui m'arrive. Donc c'est triste à dire, mais je me demande si j'ai bien fait de porter plainte, en fait. Enfin, je suis en train de perdre un peu confiance dans la justice. Il ne faut peut-être pas m'écouter. Il faut avoir confiance dans la justice. Si on a l'histoire de Wikipédia qu'elle était morte, c'est vrai. Enfin, c'est pas de la fiction. Il y a quelqu'un sur Wikipédia qui a annoncé. Dans le film, est-ce que c'est de la fiction? Enfin, je suppose que non. Parce qu'elle a reçu des menaces au téléphone. Oui, mais moi j'ai reçu des appels la nuit aussi. Donc, bien sûr, des appels anonymes la nuit. Pour rechercher les... Ah mais on vous dit, on ne peut pas borner, enfin bon voilà, c'est difficile. Enfin moi je ne comprends même pas que ce soit si difficile de borner des portables, mais visiblement non, on ne peut pas. Voilà. Et les numéros de téléphone où les gens qui, moi, m'appelaient la nuit, c'était des numéros prépayés qu'on achète sur une heure et puis il y avoir plusieurs utilisateurs. Visiblement c'est assez dur. Je ne suis pas une spécialiste. Enfin depuis, en tout cas, moi j'ai déménagé pour d'autres raisons, mais aussi pour celle-là. Je suis domiciliée au centre communal d'action sociale de ma commune, parce que je ne veux pas qu'il y ait mon adresse sur une enveloppe, ni sur un papier officiel, en fait. Et j'ai l'impression d'être un peu cachée et d'être un peu tranquille. Question. Ceci étant, vraiment agréé. Ceci étant, avec Pierre-Philippe et Morgane Lave, et avec ce que vous savez également de la pratique d'Inès Leroux, avec des acteurs, actrices essentielles de l'accès aux informations, est-ce que vous pouvez nous donner, pour l'aspect positif des choses, quelques éléments de méthode, quelques éléments de leçons tirées de votre expérience qui permettent, y compris, de prévenir des risques, mais d'abord d'accéder aux informations essentielles. Je veux dire dans la pratique générale journalistique. Oui, ou sur ce dossier. Ah bah sur ce dossier, en fait,
Inès Léraud, elle a saisi ce dossier des algues vertes à un moment où il était complètement froid. Et ça, c'est assez intelligent. Parce que quand c'est chaud, les gens, ils hésitent à parler. Mais quand c'est froid, quand il ne se passe rien, elle s'est réemparée du dossier, c'était en 2017, voilà. C'était un peu éteint, quoi, voilà. 2016, c'était après la mort de Jean-René Offray, et ça, c'est une méthode plutôt efficace. Je ne sais pas si je réponds à... Voilà. Ensuite, nous, on a commencé aussi à se blinder un peu. Moi, je ne passe plus un coup de fil sans enregistrer. Voilà. Comme ça j'ai des preuves. Ça peut poser souci, mais pas quand on s'adresse, par exemple, à des directeurs de la communication de préfecture, puisqu'ils savent très bien que ce qu'ils vont nous dire, on peut s'en servir. Enfin, ça me semble évident. Et puis, non, on a tiré des leçons, surtout de l'analyse qu'a fait Inès Léraud, qui a toujours quand même reconnu que les journalistes locaux avaient fait le boulot. Et ça, c'est plutôt bien, parce qu'on est assez peu habitué à ce que les journalistes, entre guillemets, parisiens, reconnaissent que le boulot a été fait sur place. Après, la compilation de tout ce qui s'est passé et l'analyse qu'elle en a faite, elle a été bien la seule à le faire, et c'est plutôt vraiment très chouette ce boulot qu'elle a fait. Ça nous a donné aussi des leçons de journalisme, et moi ça m'a aussi galvanisé dans l'envie de ne pas lâcher quand on sent qu'il y a quelque chose. Justement, plus c'est dur, plus ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher. Ça, c'est important, effectivement. Je pense qu'une espèce de résistance, c'est-à-dire que quand vous avez quelque chose derrière, quand vous êtes sûr de votre bon droit, de vos arguments, et que vous avez en face une opposition, alors il y a des gens qui peuvent effectivement abandonner, c'est sûr, ça peut se comprendre, hein, tout à fait, mais je pense que ça fait partie de certaines psychologies, enfin moi en particulier, je pense qu'on est plusieurs à être comme ça, c'est-à-dire qu'on est galvanisé quand en face il y a une opposition, surtout quand on sait qu'elle est infondée, enfin qu'elle est fondée par des arguments fallacieux, et en tout cas pas des arguments scientifiques. Donc effectivement là ça nous galvanise, et effectivement je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à avancer. Il ne faut pas baisser les bras, il faut être factuel surtout. Factuel. Question là-haut. Salut à tous, salut, c'est ici. Salut Morgane, c'est Julien de la CIM. Hein, Julien Leguet. J'ai bien entendu ton appel pour du matériel de vidéosurveillance, hein, donc peut-être qu'on peut la récupérer, cette planquée dans le marais, et brancher mon père et puis venir en aide, hein, c'est possible. Plus sérieusement, et puis peut-être que vous avez discuté avec Inès, ces personnages de l'homme politique, qui pour le coup est nommé homme politique. Et si on a lu la BD, on sait qu'il y en a au moins un, qui est là-dedans, qui est Burlot, mais qui je crois pas qu'il a été député ensuite, donc j'ai l'impression que le personnage est un peu polymorphe et tout, et si vous pouviez nous expliquer ça, parce que pour moi c'est un vrai parti pris, pour moi ces gens-là, puisqu'il y a un tel documentaire, il y a une notion de faire trace dans l'histoire, de laisser témoignage, et éventuellement pour que plus tard on puisse aller retrouver. Donc est-ce que vous avez discuté avec Inès ou avec le réalisateur, est-ce qu'il y avait une vraie volonté d'anonymiser ces responsables-là, et pourquoi? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a des scènes très fondatrices et très importantes dans ce film, notamment la scène où Rosie Offray, elle remonte une rue là, avec Inès, et elle lui explique que là, il y a le secrétaire de mairie, là, il y a le maire, que c'est comme ça qu'elle a eu sa maison, que quand on vit en Bretagne, on a toujours des gens autour de nous qui travaillent dans l'agroalimentaire. C'est un domaine énorme, l'agroalimentaire, c'est des milliards de chiffre d'affaires et des milliers de salariés. L'homme politique, oui, il est polymorphe. Je pense qu'à lui seul, il incarne plusieurs personnages politiques qui sont assez représentatifs, pour moi, du paysage politique breton. On a affaire à des hommes de gauche, plutôt, qui sont attachés à la liberté de la presse, mais qui représentent à l'extérieur des régions qui se caractérisent par une réussite économique flamboyante. Et les préfets, c'est exactement pareil. Moi, le jour où j'ai compris qu'un préfet, il n'était pas seulement en charge de la sécurité des citoyens, mais il était aussi en charge du rayonnement économique du département ou de la région pour laquelle il a été nommé, j'ai commencé à comprendre pourquoi il y avait des autorisations d'agrandissement ou des régularisations de très grands élevages. Enfin, voilà,
on est une région très particulière. Alors tout à l'heure, sur les points positifs, il y a quand même quelque chose qui est dans la méthode qui a été assez formidable, c'est que tout ce qui nous est arrivé, qui était quand même très très dur, et qui continue à l'être, ça a permis de fonder un média qui s'appelle Splend, S-P-L-A-2-N. C'est poussé par des jeunes journalistes qu'on a suivis, en fait, qu'on a accompagnés, et tous ensemble, on a créé ce média, qui est un média qui est financé à 100% par les citoyens, qui est complètement indépendant, qui produit de l'enquête, qui est mise à disposition sur un site internet complètement gratuitement. Parce que, un média d'investigation. Un média d'investigation, qui fait de l'investigation sur le domaine environnemental en Bretagne, mais pas que. Et Splend, ça a permis aussi de produire de l'investigation en diluant un peu aussi peut-être les responsabilités, c'est-à-dire qu'on est plus fort parce qu'on est un collectif et qu'on a le collectif derrière nous quand on produit quelque chose. Splend, c'était aussi la volonté de se dire que l'information c'est un bien commun et que les gens ils ont le droit d'être bien informés même quand ils n'ont pas de sous pour acheter un journal. Donc ce modèle, on travaille en partenariat avec des grands médias. Quand on sort une enquête qu'on finance nous-mêmes, donc avec les citoyens, on s'arrange avec des grands médias pour que l'enquête sorte aussi sur leurs médias en même temps que nous. Donc ça nous permet d'avoir un écho. Et puis Splend se développe. On a fait une enquête sur l'ammoniac, qui est une autre pollution bretonne, beaucoup moins visible, moins, on va dire, moins toxique rapidement, mais par contre très préoccupante et très toxique pour les maladies chroniques. On a fait plusieurs enquêtes comme ça, et Splend, c'est magnifique. On embauche des jeunes journalistes pour faire de l'investigation en Bretagne, parce que du boulot à investiguer, il y a plein de choses à faire en Bretagne, seulement le boulot il n'est pas fait. Moi je travaille dans un tout petit média, qui est une petite radio locale, qui me demande de changer de sujet assez rapidement, donc je fais un petit peu d'enquête. La presse quotidienne régionale, elle est tenue par les encarts publicitaires, elle produit très peu d'enquêtes en vérité, et surtout pas sur leurs financeurs. La presse agricole, elle est propriétaire de ses propres médias, donc vous vous doutez bien qu'elle ne va pas aller critiquer ce qu'elle fait. Donc Splend, la Bretagne, c'est un magnifique terrain d'investigation, et Splend, c'est vraiment quelque chose de très enthousiasmant qui nous porte. Inès, elle a fait de l'enquête pour Splend, notamment sur l'épancherie de Landunvez, mais Inès Léraud continue de travaille pour Splend, elle est au comité éditorial, moi je suis au conseil d'administration, on est porté par ce média qui représente une alternative dont on avait vraiment besoin en Bretagne. Et les citoyens, d'ailleurs, nous merci d'enfin pouvoir lire des enquêtes sur ces sujets qui étaient trop peu traités, c'est évident. Il nous reste juste quelques minutes, Non, mais vraiment quelques minutes pour une dernière question peut-être. Oui, tout à fait. Philippe Laville, responsable des questions de santé auprès de la Ligue des droits de l'homme, animateur de son groupe de travail santé bioéthique. Moi je garde, et je suis ravi d'avoir revu ce film, j'avais déjà vu et vous entendre, parce que je garde un souvenir assez fort du jour où Inès est arrivée en 2019 sur une table ronde que j'animais lors de l'université d'automne de la Ligue des droits de l'homme qui portait sur la santé environnementale, et où elle était littéralement terrorisée. Et terrorisée au point qu'elle nous a dit, surtout vous ne filmez rien, vous n'enregistrez pas. Et c'était vraiment, et je l'ai d'ailleurs accompagné ensuite à la maison des lanceurs d'alerte à Montreuil ce jour-là. Et j'ai été ravi, c'est peut-être un des points positifs aussi des évolutions, j'ai été ravi de la retrouver, je ne l'avais pas revue depuis, lors d'une journée Sciences et Médias à la Bibliothèque nationale de France là, qui s'est tenue au mois de mai, là, et où je lui ai posé cette question, et comment vous avez réussi à vous en sortir, et elle m'a dit, c'est la solidarité des journalistes entre eux qui m'a fait tenir. Parce que c'est vrai que là-dessus, apparemment, et ce que vous venez de dire va dans le même sens. J'en aurais reparlé avec elle si elle était venue aujourd'hui, mais c'est quelque chose de très fort, et je crois que, y compris, c'est très important qu'il se tiennent des journées comme celle d'aujourd'hui, parce que c'est que par ces
c'est pas par l'isolement ou même par des investigations de profondeur que ça peut avancer, mais c'est par le soutien collectif global qu'on y arrive, et pour notre part, on essaie d'y contribuer un peu aussi. J'aurais juste une petite question pointue, parce que ça, j'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec elle. C'est, est-ce que par rapport à l'employeur qui était le sien quand même indirectement, même si elle n'était pas titulaire en tant que journaliste pour Radio France, j'ai cru comprendre, dans le film le dit d'ailleurs un peu, qu'on lui a dit d'arrêter, mais depuis j'ai cru comprendre qu'elle a repris un peu des activités. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous savez de ce point de vue comment, parce qu'elle a quand même été lâchée et pas couverte par son employeur alors qu'elle aurait pu l'être. Enfin voilà. Depuis la sortie du film, je ne suis pas très sûre qu'il y avait eu beaucoup de contrats avec Radio France. Alors, il y a quand même quelque chose que j'aimerais que Pierre raconte, parce que là, on voit un film, enfin, on a l'impression que tout va bien. Le tournage, il a été super dur. Il y a eu des bâtons dans les roues qui ont été mises pour empêcher ce tournage dans plein de communes. Il a fallu batailler à un point incroyable, déjà pour avoir des subventions pour le film avec la région Bretagne. Le film, il a été présenté partout, hein, au Sénat, à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, mais pas au Conseil régional de Bretagne, par hasard. Mais ouais, on en est là. Pierre Jolivet, il a tourné toutes les scènes sur le littoral avec la caméra sur l'épaule, parce qu'en fait, les communes refusaient qu'ils installent une équipe sur la plage. Il y a eu les citoyens qui avaient garé leur bagnole, parce qu'ils n'avaient pas non plus le droit d'utiliser les parkings, tout ça. Le soir, tout le monde garait sa bagnole au même endroit pour l'enlever à 7h50 le lendemain matin pour permettre aux équipes de tournage d'avoir des parkings. Il y avait des faux accidents de vélo qui étaient inventés par des citoyens pour pouvoir bloquer des rues, pour pouvoir tourner. Enfin, c'était un délire incroyable. Et Pierre Jolivet n'arrêtait pas de dire, mais de toute façon, je le ferai, ce film. Donc continuez, je le ferai. Et c'est marrant parce que Pierre Jolivet, il a travaillé à la radio, il s'est même fait virer de Radio France, il me semble. Il travaillait avec son frère Marc Jolivet. Il m'a raconté ça, qu'au moment de la Moco-Cadiz, ils ont voulu faire des vannes avec son frangin. Ils ont pris l'antenne à 9h, il me semble, et ils ont ouvert leur émission en disant qu'on avait enfin trouvé du pétrole en Bretagne. Et à 10h, ils étaient virés. Et après, ils ont eu un peu une traversée du désert douloureuse. Oui, donc j'ai dû participer à beaucoup d'avant-premières et de soirées débats suite à la sortie du film. Il y en a eu partout en France. Et donc le seul endroit où il y a eu un problème, c'est sur Lannion, c'est l'endroit où les accidents se sont produits, les accidents auxquels j'ai eu affaire. En fait, on s'était présenté avec les trois animateurs, enfin les trois personnes invitées. Donc il y avait un défenseur de l'environnement, il y avait Malik Péo, puis un lanceur d'alerte également. Donc on était à 4 ou 5. On s'est présenté au début du film, donc présentation très brève, et comme la salle faisait salle comble et qu'ils avaient refusé déjà 250 ou 300 personnes, nous on a dit on prend pas de place, on va. En plus on avait vu le film, donc ça semblait débile de prendre des places alors qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. On avait prévu d'aller manger avec les différents intervenants à une cafétéria qui était à 50 mètres du cinéma. Et en sortant donc du cinéma, on voit un groupe de 9-10 jeunes là, qui faisaient un début d'esclandre parce qu'en fait ils voulaient participer au débat. Le gars qui vendait les tickets disait bah non, de toute façon j'ai refusé je ne sais combien de personnes, vous n'avez pas de ticket, donc vous ne pouvez pas accéder, il y a des normes de sécurité, vous ne pouvez pas venir au débat, il n'y a pas assez de place. Et à ce moment-là, les gars ils ont reconnu un des défenseurs d'une association, enfin qui fait partie de l'association d'environnement Sauvegarde du Trégor. Donc ils l'ont reconnu et ça c'est parti en cacahuète. C'est-à-dire qu'effectivement ils ont agressé verbalement, mais de façon très très violente, provocation, c'est-à-dire qu'à 10 cm du visage, et puis en voulant en venir aux mains. Ils ont piqué le téléphone d'un journaliste de Splan justement qui voulait filmer la scène pour objectiver ce qui se passait. Ils ont pris le téléphone, ils voulaient le fracasser et on a dû être exfiltré par la police. Ça s'était jamais vu encore au cinéma à Lannion. Vous n'avez jamais vu ça. On est allé à la brasserie qui était distante il y avait 30 mètres.
Et les jeunes agriculteurs, parce qu'il s'agissait d'eux, 54 jeunes agriculteurs, sont venus nous faire la provocation sur la terrasse de cette brasserie pendant tout le moment où on mangeait. Et ils nous ont encore vilipendé à notre sortie du cinéma. Et la police avait été prévenue pour nous escorter si vraiment ça se passait mal. Donc c'est quelque chose qui était tout ça pour un film. Hein. Ça semble absolument hallucinant. Il y avait une voiture qui tournait dans Lannion 2-3 jours avant et ce jour-là. Une voiture blanche banalisée avec écrit dessus que Yves-Marie Lelay, parce que c'est lui qui racontait des conneries, que les algues vertes ce n'était pas l'agriculture. Encore du travail. Oui, parce que malheureusement, comme je disais, ça aurait été des gens de la FNSEA, 55, 60 ans, et bon, ça va se finir par s'épuiser. Là, le problème, c'est que c'était des jeunes de 20, 25 ans. Donc on en a encore pour 40 ans, avec ce type de... On va essayer de ne pas désespérer et puis de continuer de travailler pour que tout ça avance. Demain, ces rencontres de lanceurs d'alerte vont continuer. Je vous remercie d'avoir participé.